C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Salut la famille, nouvelle vidéo React. Hier dans l'après-midi, une vidéo d'Ibrahim Traoré a circulé. Et dans cette vidéo, il faisait clairement comprendre à l'Occident, fatalement aussi à la France, que le Burkina Faso est en train de se tenir prêt à la nouvelle guerre qui arrive. C'était une réponse directe au général français qui a dit que dans 10 ans, la France, accompagnée de l'Europe ainsi que de ses armées, vont devoir revenir recoloniser l'Afrique. On écoute d'abord Ibrahim Traoré, puis on va écouter un résumé de ce que le général avait dit. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. D'ailleurs, en parlant de valets locaux, je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais il y a un convoi français qui a été arrêté pas loin d'un des pays de l'AES par la population. La population a empêché que le convoi en question passe. Et ce convoi était rempli de militaires, d'armes et de toute autre chose. Ces gens étaient prêts à la guerre et à une confrontation directe. Si la population n'avait pas été là, le convoi aurait passé les frontières sans problème. La population a fait bloc et front commun face à cette situation. Donc pour vous dire que quand il parle de guerre de décolonisation, c'est peu de le dire. C'est beaucoup plus grave que ça. Et je disais dans une vidéo qu'il y a aussi une information qui a fuité, comme quoi les États-Unis sont déjà en train de préparer l'assassinat des présidents de l'AES. Dirigeants de l'AES comprenant Ibrahim Traoré. Donc, rien n'est plus proche de la vérité que ce qu'il est en train d'expliquer. Actuellement, c'est une véritable guerre de décolonisation qui se passe au Sahel. Et dites-vous qu'aucun pays européen ne peut rien contre l'AES. Le territoire est grand, la population est déterminée et les dirigeants encouragent un mouvement solidaire patriotique. C'est pour ça que, comme à leur habitude, ils seront obligés de se mobiliser pour pouvoir attaquer. Et bien évidemment, avec l'aide malheureuse des valets locaux, comme il l'explique. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, Oui. mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais... Et si on se rappelle à une période, lorsque le Burkina était encore de mèche avec la France, avec les anciens dirigeants, Ibrahim Traoré avait expliqué que le Burkina n'avait pas d'armes dans leur armurerie, qu'il était militaire, il était convaincu que le gouvernement refusait de leur donner les armes. Or, ils n'avaient tout simplement pas d'armes. Pourtant, le Burkina Faso payait des millions par an à la France pour que la France leur livre des armes et du matériel militaire pour combattre dans le Sahel. Donc voilà en fait le genre de partenaires que sont les Européens. Des gens qui sont là pour eux, vous volent tout, vous volent même ce qu'ils vous donnent en disant que non, c'est une aide. Même jusque-là, ça, ils vous prennent. Et quand vous essayez de vous défendre, là maintenant, ils grondent et ils arrivent avec leurs armées.
Maintenant, ils sont donc tombés sur monsieur, sur soldat, sur quelqu'un qui n'est pas prêt à flancher et sur quelqu'un qui a le soutien de la population. Et aussi, vous voyez la différence qu'il y a lorsque un dirigeant est soutenu par la population. Vous voyez l'énergie qu'il porte. Vous imaginez si un seul instant, un dirigeant comme lui n'avait pas eu le soutien de la population, il ne serait pas allé bien loin. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement en Afrique, on essaie de nous maintenir avec la terreur. C'est parce que clairement, la plupart des dirigeants africains n'ont pas le soutien de la population. Et comme ils n'ont pas le soutien de la population, c'est la terreur seulement qu'ils peuvent utiliser. La terreur et fatalement la division, vu que ça fait partie de l'ensemble. Donc, quand un dirigeant a même le soutien de sa population, il peut braver des murs, soulever des montagnes. C'est même par là, en réalité, que les dirigeants sont pertinents. C'est parce que la population fait en sorte de porter le dirigeant avec lui et sa vision, de sorte à ce que quand la vision éclot, ça bénéficie à tout le monde. En Europe maintenant, même si la plupart des gens dans la population sont pour l'exploitation de l'Afrique, même s'ils essaient de mentir ou ils essaient de faire, d'avoir des langues fouchues, d'être hypocrites et tout, l'écrasante majorité des Européens sont d'accord. Il ne faut pas vous mentir là-dessus. Même si la population est donc d'accord avec ce qui se passe en Afrique et avec ce que leur peuple fait au peuple africain, vous allez voir que les dirigeants européens n'ont plus le soutien de leur population. Les dirigeants européens actuellement sont dans la mouise. Et donc, parce qu'ils n'ont plus le soutien de leur population, parce qu'il leur manque un certain nombre de trucs, ils faiblissent et ils faiblissent à vue d'œil. Aucun pays européen ne peut rien faire contre l'AES. Rien du tout. Aucun pays européen même ne peut rien faire contre le Burkina, qui n'a même pas encore déployé son véritable potentiel. Et là maintenant, ils sont en train de vouloir s'entraîner justement à se préparer pour le pire. C'est-à-dire qu'ils viennent directement en guerre ouverte de haute intensité, comme ils disaient. Là, quand tu vois ce genre de personnes, comment est-ce que tu n'as pas envie de t'engager? Comment est-ce que tu n'as pas la ferveur patriotique qui s'éveille en toi? C'est magnifique. Il y a un danger. On est tous conscients du danger. La personne qui nous parle du danger, lui-même se met en danger. Et tout ça là, ça fait plaisir en fait. Parce que tout d'un coup, on se dit que tiens, on ne se bat pas pour rien. On ne meurt pas pour rien. On ne meurt pas pour un valet. On meurt pour quelqu'un qui réellement se bat pour nous, pour la population. Et c'est beau à voir. C'est beau. C'est d'une magnificence extraordinaire. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. J'ai même bien lu, c'était quoi? La Côte d'Ivoire, la base arrière du terrorisme. Quoique, en parlant de Valais, voilà une illustration très crue de ce que c'est justement. Quand Ibrahim Traoré dit qu'avec la complicité des valets locaux, là, c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'il ne parle pas seulement des valets dans son pays, vu que oui, dans son pays, il y a eu beaucoup de personnes qui ont tenté de l'assassiner, beaucoup de personnes qui sont pour l'Occident parce qu'ils ont des intérêts minimes et infimes par rapport au réel potentiel du pays. Dites-vous aussi, et c'est important de le souligner, que dans l'état actuel du Burkina Faso, l'armée n'a pas encore déployé son véritable potentiel. L'armée burkinabé n'a pas encore déployé son véritable potentiel. Parce que pour l'instant, ils sont vraiment au front. Ils n'ont pas eu le temps de réellement s'entraîner, de réellement faire les tactiques et autres. Ils sont au front et ils s'adaptent au front. Regardez leur niveau d'efficacité des gars qui s'adaptent continuellement sans jamais avoir réellement eu le temps de se préparer comme les autres nations. Regardez leur efficacité. Vous pensez vraiment que si vous donnez 10 ans à l'armée burkinabé pour s'entraîner, pour finir leur tactique et s'équiper, qui pourra les avoir ? Et c'est la même chose avec l'ensemble des armées africaines. On peut avoir une force de frappe si puissante que personne n'est même réellement capable de vouloir rivaliser. Ce n'est pas pour rien qu'on a tout fait pour nous maintenir dans le néant. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats qui faisaient le plus trembler les nazis, c'était les soldats africains. Ceux qu'on insulte en appelant les tirailleurs sénégalais. C'était des soldats africains. Jusqu'à ce que lorsqu'on savait qu'il y avait une infanterie de soldats africains, les armées nazies fuyaient. Imaginez un instant, les armées nazies fuyaient rien qu'à l'évocation du fait que ce sont des soldats africains. Et ça a toujours été comme ça. En termes de force physique, en termes de tactique, de puissance, ils ne peuvent rien. C'est pour ça qu'ils passent toujours par le fait de nerfer, genre de réduire, de diminuer. Une armée, on vous paye pour nous fournir des armes, on ne vous fournit pas des armes. Comme ça, quand on vous attaque, vous n'avez pas de quoi vous défendre. Peu importe à quel point vous êtes bon guerrier, si 100 personnes vous tirent dessus et que vous n'avez qu'une machette pour vous défendre, vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager.
parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Ah, je comprends. L'autre côté de la frontière, là, c'est justement la Côte d'Ivoire. Ah, ok, je vois. C'est violent, hein. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. C'est ce qu'il faut. À un moment donné, quand on arrête avec les faux discours, c'est ce qu'il faut. Parce que quand ces gens tuent, ils ne pensent pas aux conséquences que ça entraîne. Donc il faut les traiter comme ça. Il faut être sans pitié. Oui, je suis complètement d'accord. On ne continuera pas de mourir inutilement. Haché. Vous êtes allé vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. Haché. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Là, on a écouté Ibrahim Traoré. Et vous avez vite compris qu'il a fait référence à ce général français qui a clairement dit à Mondovision devant tout le monde que d'ici 10 ans, l'Europe va devoir s'organiser pour venir attaquer l'Afrique. Pour rappel, on va se regarder la vidéo des points importants de son interview. Je précise que c'est une interview de 12 minutes et en 12 minutes, il a donné une somme d'informations très inquiétantes pour l'avenir de l'Afrique si les gens ne font rien. Mais nous avons été amenés, dans ce qui n'était pas des guerres, mais des combats, à nous battre en portant le drapeau français pour des choses qui n'étaient pas directement la défense de notre pays, qui pouvaient être effectivement le respect du droit international ou qui pouvaient être l'humanitaire. C'est un mensonge. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne se sont jamais engagés dans une guerre, au grand jamais. Ils ne se sont engagés dans une guerre où ils n'avaient pas d'intérêt. Dans leurs histoires qu'ils parlent d'humanitaire, là, ce n'est que dans leur tête. D'ailleurs, ce n'est même pas dans leur tête, c'est faux. Vu qu'ils savent que c'est faux. C'est uniquement pour la propagande, c'est-à-dire pour le petit peuple là qui veut se donner une grandeur. C'est en fait pour ça qu'il le dit. Je dis, au grand jamais, la France n'a été dans une guerre ou engagée dans une guerre à des fins humanitaires. Jamais. Je pense que le plus difficile n'est pas tant le respect du droit international que l'intervention d'humanité. Le plus difficile, c'est quoi, mon père? Parce qu'on est engagé dans les opérations humanitaires, n'est-ce pas? Parce que quand on est engagé dans des opérations humanitaires ou d'humanité, Oui, manque-nous. on porte le cœur palpitant de la société française en pleine compassion vis-à-vis de populations qui sont en guerre et qui souffrent. Ok. C'est le genre de personne qui vous agresse, mais essaie de vous expliquer qu'on vous agresse avec humanité, tu vois. On vous agresse parce qu'on voit que vous êtes en train de souffrir. Qui souffre? Pourquoi est-ce que les Français sont obligés de quitter chez eux? Pourquoi est-ce que les Français s'engagent dans des actions humanitaires? Est-ce que vous avez fini avec toute l'humanitaire en France avant de chercher l'humanitaire dans les autres pays? Est-ce que par la suite, quand vous avez fini avec toute l'humanitaire en France, vous avez fait l'humanitaire dans l'Europe, chez vos voisins, chez les gens qui vous ressemblent, chez les Ukrainiens par exemple? Allez faire l'humanitaire là-bas. Allez faire l'humanitaire dans les zones qui vous demandent. Allez faire l'humanitaire chez les gens qui vous ressemblent, qui ont la même culture que vous. Ne venez pas faire l'humanitaire en Afrique. Vous voyez alors, c'est ça le souci de ces gens. Non seulement ils mentent, manquent de respect, paternalistes, mais dans tout ça, ils essaient de faire croire que c'est pour votre bien. Mais de quelle population qui souffre qui n'est pas de votre faute? Qu'est-ce que ces gens s'y racontent eux-mêmes? Comme s'ils ne savent pas d'où vient la souffrance, comme s'ils ne savent pas d'où vient le terrorisme. Or, je pense que l'émotion est très mauvaise conseillère. Et elle est même très dangereuse. Parce que l'émotion conduit à vouloir désigner le camp du bien et le camp du mal. Je suis dans l'émotion, je désigne le camp du bien et le camp du mal. Ce que vous faites, c'est profondément mauvais. Je le répète. Ce que vous faites, c'est profondément mauvais. Même quand vous essayez de vous donner une bonne conscience en disant non, il faut avoir un certain comportement par rapport à certaines choses. Non. En fait, il y a un double langage ici. Premièrement, on essaie de nous faire croire qu'ils sont humains parce qu'ils font des actions humanitaires. Mais deuxièmement, on essaie aussi d'expliquer qu'il ne faut pas mettre trop d'émotions dans les choses parce que ça fait en sorte de désigner le camp du bien et le camp du mal. Il n'est pas question ici de désigner le camp du bien et le camp du mal au fond. La seule question qui importe, c'est
Pourquoi est-ce que les choses arrivent comme ça arrive? Dès qu'on comprend le pourquoi, on arrive à trouver la solution. Pourquoi est-ce qu'il y a le terrorisme en Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique utilise encore le franc CFA? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'un leader veut sortir de l'influence occidentale, il finit toujours de la pire manière? Voilà en réalité les questions qu'on doit se poser. Pourquoi il y a des bases militaires occidentales en Afrique? C'est ça qu'on doit comprendre. Quand on nous parle d'émotion, quand on ne nous parle pas d'émotion, ça c'est pour embrouiller les esprits. Oh, on doit définir le bien, on doit définir le mal. De toute façon, le bien c'est en fonction de la position de chacun. Pour moi, vous êtes le mal. Certainement que pour vous, ce que vous faites c'est salvateur pour votre civilisation. Je n'en disconviens pas. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas au niveau de qui est le bien, qui est le mal. Parce que pour moi, vous serez toujours le mal. Même si vous faites quoi? Toujours. Et en fait, c'est comme ça qu'il faudrait que l'on comprenne la chose dans ces affaires. C'est dans leur discours à langue fourchue et à double langage et avec 8 sens alors que le mot est unique là. C'est qu'ils essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas aux yeux des gens qui sont les victimes, les réelles victimes dans cette affaire. Quand maintenant il fait des éloges patriotiques, vous pensez que c'est pour qui? C'est pour qui? Les gens qui sont morts, les populations qui continuent de souffrir, ou bien c'est pour eux et leur fierté nationale? Écoutez. Et donc, quand on est un soldat qui intervient dans une opération d'humanité, portant l'émotion de sa société et de son opinion publique, on peut être amené à être aveuglé par ce besoin du bien et du mal. Alors, l'avantage du soldat... Mais bien évidemment, tu ne dois être ni dans le bien ni dans le mal. Quand tu es soldat, tu dois juste obéir. Obéir, oui, parce que quand tu commences à réfléchir, ce n'est plus bon. Parce que là, on va commencer à dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pense que c'est Dieudonné qui avait dit ça. Dieudonné avait dit ça dans un de ses spectacles, que la particularité du soldat américain, une fois qu'il rentre à la guerre, c'est qu'il est traumatisé. Parce que lui-même, il l'a fait. En réalité, dans ce genre de cas de figure, tu ne peux pas ne pas être dans l'émotion. Il s'agit quand même de la vie de dizaines de personnes que tu abats ou de la vie de tes compagnons qui partent. Donc, tu ne peux pas ne pas être dans l'émotion. Mais on leur dit non, faites abstraction de ça. J'ai vécu en Somalie, je l'ai vécu à Sarajevo, au Rwanda en particulier, c'était des victimes absolues et des bourreaux. Tous les endroits où il a listé là, particulièrement au Rwanda même, qu'il a aussi souligné, c'est la France qui est responsable. Hein. J'ai encore l'interview d'un soldat français qui l'explique et il le dit clairement. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque. En faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Qu'ils étaient du côté des génocidaires. Là, on va parler de quoi encore? D'humanitaire? Ou bien l'humanitaire, c'est quoi? C'est clignotant? Qui fait qu'à mon avis, nos soldats sont, pardonnez-moi de le dire, mais un peu des surcitoyens ou des super-citoyens. Je trouve que la France devrait mieux les connaître et mieux s'inspirer de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Voilà de moins en moins de gens qui veulent être les super-citoyens ou les sur-citoyens. Bravo à ceux qui sont encore là et au massacre qu'ils ont fait. Jusqu'à je vois certains déchirer leur carte de militaire disant que non, ils ne vont pas aller faire la guerre en Ukraine. Où était cet élan d'humanisme quand il s'agissait de faire la guerre en Afrique? Vous étiez où? Hein? Bien en Afrique parce que justement on n'avait pas d'armes, parce qu'on privait les gens d'armes et qu'on sort, c'était facile. Vous n'aviez qu'à tirer. Vous mettiez en joue et vous tiriez. Revenez encore en Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu les gens comme Traoré. Vous allez fuir. Se battre. Ça a toujours été une interrogation pour moi, une incompréhension, parce que j'avais le sentiment que les combats que nous menions étaient des combats qui valaient d'être menés. Donc... Le combat... Ah, quand on se moque des gens. Le combat en Libye valait être mené, n'est-ce pas? Le combat en Libye, ça valait être mené. Il a toujours eu cette impression-là. C'est lui le général de la période là, en passant, pour ceux qui ne savent pas. La période de Libye et consorts là. C'est lui, hein. Même du Rwanda, c'est toujours lui, hein. Mais il fait comme s'il vient se donner bonne conscience au Figaro. Quoique, une fois de plus, je vais remettre dans le contexte. C'est pour sa civilisation qu'il est intéressant. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il pense pour les autres. Il ne pense que pour leur suivi à eux. Oui, en restant digne de
de notre drapeau, digne de notre pays, digne de la France. Oui, digne du pillage, digne du vol, digne de l'esclavage, digne de l'escroquerie, digne du mensonge. Voilà. Continuez dans la dignité incarnée de votre civilisation qui n'est que destruction, dégâts et qui dégage des impressions nauséabondes. La question en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Les intérêts européens communs dont il parle là, c'est l'Eurafrique, c'est-à-dire une union entre l'Europe et l'Afrique, mais pas dans la fraternité, non. Dans cette union, l'Europe prend tout à l'Afrique et l'Afrique reste sans rien, bredouille. Donc on n'est qu'une mangeoire, une réserve en réalité, réserve de ressources, réserve humaine, parce que même pour construire leur ville, ils vont prendre des gens chez nous pour construire leur ville. Quand il faudra faire de la nourriture, c'est chez nous qu'ils vont prendre, de l'argent, c'est chez nous qu'ils vont prendre, des prêts, ils vont faire et c'est nous qui allons payer, etc., etc. C'est ça l'intérêt européen dont il parle. Il ne faut pas qu'on se trompe sur la définition. Quand il parle des intérêts européens, c'est vraiment des Européens en Afrique. Hein? Pas juste entre Européens. Chez eux, de toute façon, ils ont quoi? Le vent et la pluie. Qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'est la Méditerranée et l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils cherchent ici en dehors de la bouffe? Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français... Et le pire, c'est que ce sont leurs droitards qui vont parler tout le temps d'immigration. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Comme s'ils ne savent pas comment est-ce que les gens font pour arriver chez eux. D'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Ce n'est pas la première fois. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours la France qui a incité tous les pays européens à s'allier pour venir pomper toutes les ressources nécessaires pour pouvoir reconstruire l'Europe après la guerre. Donc quand il dit que la France a toujours œuvré pour faire comprendre aux Européens que ses intérêts, c'est la Méditerranée et l'Afrique, c'est en fait ça le truc. C'est ça, on a besoin d'avoir les contextes historiques des choses. C'est très important parce qu'on a l'impression que ce sont juste des paroles en l'air. Quand ils parlent d'intérêt, c'est vraiment une simple question de, vu qu'ils sont à côté, ils nous impactent. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment, on va tout prendre chez eux. Sinon, on est d'accord que l'Europe est collée à l'Asie. C'est littéralement même le même continent. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi est-ce que dans la définition même de continent, on sépare l'Europe de l'Asie. C'est le même continent. Pourquoi est-ce que les intérêts de l'Europe, ce n'est pas en Asie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est en Afrique? Pourquoi c'est pas en Asie? Ils nous pompent tout. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Encore une langue fouchue. Au Sahel, les choses sont en train de bien se passer actuellement, depuis qu'ils sont partis. Mais là, c'est l'échec de leur engagement au Sahel. Ça veut simplement dire que c'est dommage le fait qu'on ne puisse plus pomper les choses au Sahel. Alors, qu'est-ce que c'est dommage? Mais on doit quand même se poser la question parce qu'il en revient. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes... Non, ne sois pas humaniste, pardon, je zappe. Et maintenant, quand il réfléchit et qu'il se dit que bon, ce sera important que l'Europe reprenne l'Afrique. Comme d'habitude, pour l'utiliser comme une mangeoire, il fait donc comprendre clairement que même si les armées doivent intervenir, les armées vont intervenir. Et c'est en ça donc qu'Ibrahim Traoré est en train de se préparer. Écoutez ça. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Voilà. C'est en fait ça le truc. On va retourner en Afrique de gré ou de force, avec ou sans votre permission. On va retourner. On va s'engager. On va être humanitaire. Très méprisable, ce genre de personnes. En tout cas, l'Afrique est en train de se préparer au fur et à mesure. Tous les valets de l'Occident en Afrique vont tomber un par un. Chacun d'entre eux va tomber. Et on aura une Afrique souveraine. Les 10 ans que vous mettez là, vous pensez en fait que ce sera comme maintenant. Vous voyez en combien de temps est-ce que l'AES a réalisé des choses qui paraissaient encore inimaginables rien qu'en 2019? C'est encore inimaginable, n'est-ce pas? Les 10 ans que vous prévoyez là, vous allez voir le temps d'arriver ici. Comme d'habitude, soutien total à Ibrahim Traoré, soutien total à ses projets et aux initiatives qu'il engage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.